Mardi 14 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce jour, l'année 2025 est l'année de la mise en œuvre de grands projets. Le président Andry Rajoelina a souligné la nécessité de relever les défis lors de la présentation de vœux pour la nouvelle année à Yavlou cet après-midi. Il a également souligné la nécessité d'établir la stabilité et la sécurité dans le pays pour pouvoir réaliser les travaux et appeler chacun à vivre véritablement le patriotisme, base du développement du pays. Et aujourd'hui également, les Apanza, Kaloun et Soudzabe, Tangalamé, la famille royale et les descendants de Ranaval de la communauté royale de Madagascar sont également venus présenter leurs vœux au chef de l'État et de son épouse. Reportage de Judikel Ringenérine et Indora Zajaïbe. C'est la Haute Cour constitutionnelle qui a ouvert la série de présentations de vœux au couple présidentiel aujourd'hui au Palais d'État d'Yavlou. Les membres de cette institution ont adressé leurs vœux de réussite au président de la République et de son épouse ainsi que sa famille. C'est une marque de respect entre les institutions, mais aussi une marque de respect des valeurs de la société malgache. Les 23 gouverneurs régionaux sont également venus présenter leurs vœux au couple présidentiel. Comme lors de son discours devant les membres de la HCC, le président Andry Rajoelina a réitéré devant ses gouverneurs de vivre pleinement le patriotisme. 2025 est une année de réalisation des défis, selon le chef de l'État. Tous ceux qui se disent patriotes devraient travailler pour leurs compatriotes, selon les déclarations du président Andry Rajoelina. Il a rappelé à ses représentants étatiques en charge de la réalisation des projets de développement au niveau des régions que bon nombre de tâches les attendent. Parmi les prioritaires, la réhabilitation des routes pour aider les paysans à transporter leurs produits pour l'autosuffisance alimentaire et pour redresser l'économie. Ils doivent aussi travailler avec loyauté et intégrité tout en utilisant à bon escient les matériels et budgets alloués pour le développement régional. De leur côté, les gouverneurs régionaux ont affirmé qu'ils condamnent les tentatives d'entraver le développement en cours. En effet, si les travaux avancent, le pays comme le peuple vivent dans la stabilité, affirme-t-il. De plus, les travaux de développement et les réalisations sont visibles, mais aussi les efforts déployés par l'État pour veiller sur les intérêts de la population. Toutes les régions avancent vers le développement. Chacun ne souhaite que la stabilité. Le président de la HCC a réitéré ce respect de la stabilité et de la charte démocratique. Outre les 23 gouverneurs, les représentants des artistes venus des quatre coins de Madagascar ont également été au Palais d'État d'Yavlou pour présenter leurs vœux au couple présidentiel. Aujourd'hui également, les Apanza, Kaloun, Soudzabe, Tangalamé, la famille royale, les descendants de Ranaval de la communauté royale de Madagascar, sont également venus présenter leurs vœux au chef de l'État et à son épouse. Ils ont confirmé leur plein soutien au travail du président Andry Rajoelina. C'est un travail qui doit être fait ensemble et les tentatives d'opposition au développement sont inacceptables, a déclaré la princesse Fensur Alansan Ratsimamang, membre de la communauté royale de Madagascar. Et ce qui fait l'actualité actuellement, c'est justement la météo. Le cyclone Dikeledi passera à 200 km des côtes sud-ouest de Madagascar demain après-midi jusqu'au soir, selon les informations des services des prévisions météorologiques. Le cyclone apportera de fortes précipitations de plus de 80 mm en 24 heures durant son passage, ce qui provoquera des crues, des montées des eaux dans les lieux vulnérables, mais aussi des éboulements, indique la météo aujourd'hui. Les détails avec Fangessena Mireille. Le centre de Dikeledi se situe aux environs de 534 km au nord-nord-ouest de Murumbe, vers 15 h aujourd'hui. Le cyclone apporte des vents de 100 km/h avec des rafales de 140 km/h autour de son centre. Dikeledi poursuit ainsi sa trajectoire vers le sud-est à une vitesse de 23 km/h et selon les prévisions des techniciens, il passera aux environs de 200 km des côtes sud-ouest demain après-midi au soir avec un vent violent de 185 km/h. Ainsi, ces rafales pourraient atteindre les côtes sud-ouest. Selon toujours les prévisions, le cyclone Dikeledi apportera avec lui de fortes précipitations, soit 80 mm durant son passage, entraînant des crues dans les lieux vulnérables, des tourbillons, mais aussi des éboulements. Les habitants des régions et des districts suivants doivent appliquer les mesures concernant l'alerte de couleur verte, à savoir Anjoy, Murumbe, Tuliar 1 et 2, Sakara, Betukatsim et Impani. Les usagers de la mer entre Bessalimp et Tolagnar devront s'abstenir de naviguer jusqu'à le cyclone soit parti.
Selon toujours les infos émanant de Météo Madagascar, les précipitations devront encore s'alourdir, soit de 50 à 90 mm/h, dans plusieurs endroits de la Grande Île pendant 3 jours, à partir de demain, 15 janvier, pour Yorumbe, Antimotsnanan, Fitvonan et la partie est de la région Matsachambun, qui sont en alerte de couleur jaune. Et concernant l'évolution de son passage au nord du pays, le nombre de personnes sinistrées suite justement au passage de ce cyclone Dikeledi dans le nord de Madagascar est de 6 926 selon le rapport du bilan publié par le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes vers 16h15 aujourd'hui. Ces sinistrés sont recensés dans 4 régions. Toujours le reportage de Fanjessé Damireille. Le nombre de personnes sinistrées à ce jour suite au passage du cyclone Dikeledi dans le nord du pays est de 6 926, répartis dans 2262 foyers, selon le rapport du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, publié vers 16h15 aujourd'hui. Selon les précisions, ils sont recensés dans 4 régions, soit en sinistrés dans la région Analandrouf, 3707 dans la région de Diana, qui compte le plus grand nombre de sinistrés, 3203 dans la région de Sava et 5 dans la région de Sophie. 113 personnes regroupées au sein de 37 ménages ont été déplacées. Par ailleurs, il y a eu 12 déplacés pour Ambilbe, 6 pour Nouzbe, 31 pour la région Sava, répartis dans 4 endroits différents. Il est à rappeler que 3 personnes ont perdu la vie des suites du passage de ce cyclone. La collecte des données concernant les conséquences du passage du cyclone Dikeledi se poursuit. Par ailleurs, des mesures ont été prises afin que les voitures puissent circuler, notamment concernant la route reliant Samba et Vohemar, selon les infos émanant du BNGRC. Toujours concernant les conséquences de ces passages du cyclone Dikeledi, après le passage de ce cyclone au nord du pays, la ministre de l'Intérieur, Radzavulul Nanirinsu Arnanjasan, et le ministre de la Population et de la Solidarité, Rasa Finzatu Aurélie, ont rendu visite aux habitants sinistrés dans les régions de Diana et Sava. Ils leur ont apporté des aides et des solutions temporaires, notamment pour leurs besoins quotidiens, comme l'approvisionnement en eau potable. Ils ont également réconforté la famille de l'homme de 99 ans qui a perdu la vie à la suite de la chute d'un arbre dans le Fukuntani, Tambunjumfe, en Ivran au nord. La visite pour être au chevet des sinistrés s'est poursuivie à Vohemar, où 622 personnes issues de 67 ménages ont reçu des vivres comme du riz, de l'huile, des légumineux, du sucre, divers matériels, notamment des tôles, des clous et du savon, ainsi que des fournitures scolaires pour les élèves. Aujourd'hui, ils ont été à Saint-Bave et à Bilbe. Parlons politique toujours dans la page élections. Pour préparer les prochaines élections, la CENI appelle les OSC, les partis politiques et les citoyens à renforcer le suivi et la sensibilisation dans le cadre de la RAL ou révision annuelle de la liste électorale. À noter que l'arrêtage provisoire de la RAL entamé depuis le 1er décembre 2024 est fixé au 15 février. La CENI a précisé que la RAL inclut l'inscription d'office des citoyens nouvellement majeurs, l'intégration des personnes non encore enregistrées ou ayant changé de résidence et la suppression des noms des personnes décédées et de ceux qui ne sont plus en droit de voter, notamment les condamnés. Senranir Lint nous en dit plus. Les préparatifs des prochaines élections débutent. La CENI a annoncé que l'arrêtage provisoire de la révision annuelle de la liste électorale ou RAL, entamé depuis le 1er décembre 2024, est fixé au 15 février. La CENI a assuré que tout le matériel nécessaire à cette opération est déjà disponible dans l'ensemble des Fukuntan existants dans la Grande Île. En effet, les équipes locales de recensement des électeurs ne feront plus de porte-à-porte car il appartient aux responsables des Fukuntan d'inscrire les électeurs concernés. La CENI a précisé que la RAL inclut l'inscription d'office des citoyens nouvellement majeurs, l'intégration des personnes non encore enregistrées ou ayant changé de résidence et la suppression des noms des personnes décédées et de ceux qui ne sont plus en droit de voter, c'est-à-dire les condamnés. Ainsi, la CENI invite tous les citoyens répondant aux critères d'éligibilité à se rendre auprès du bureau de leur Fukuntan pour s'inscrire. Elle rappelle également le rôle de sensibilisation des organisations de la société civile, des partis politiques et des citoyens. À noter que cette opération s'inscrit dans le cadre des préparatifs
en vue des prochaines échéances électorales. Et dans la page économique de ce soir, le taux de croissance économique est prévu à 5% cette année, selon les déclarations du ministre de l'Économie et des Finances. Les hôtels et restaurants, le secteur des postes et télécommunications, ainsi que l'agriculture et l'élevage figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance, contre un taux de 4,4% enregistré en 2024. Ruth Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. Un taux de croissance de 5%, tel est l'objectif pour cette année. Tous les ministères mettent en œuvre leurs efforts pour atteindre cette prévision. Cela inclut l'application du nouveau code minier, l'ouverture du secteur des télécommunications, l'amélioration des techniques agricoles et le développement du tourisme. Le secteur primaire devrait contribuer à hauteur de 7,8% contre 7% dans la loi des finances rectificatives 2024. L'agriculture, pour sa part, atteindrait 9,5% grâce à l'augmentation de la production de riz à l'aide de la technique Fumvudza. Madagascar cultivera également du riz hybride avec une productivité estimée à plus de 8 tonnes par hectare. La production de maïs augmentera pour atteindre 406 000 tonnes, tandis que celle du manioc devrait s'élever à 3 636 000 tonnes. En ce qui concerne l'élevage, le secteur contribuerait à 4% de la croissance économique, notamment grâce à l'octroi de 121 nouvelles licences en pêche en 2024. La production halieutique est prévue à 220 000 tonnes. Pour le secteur secondaire, la croissance atteindrait 3,4%. Après une baisse de 20,8% dans le secteur minier en 2024, une reprise de 4% est attendue cette année. L'industrie textile contribuerait à hauteur de 4% du PIB. Dans le secteur tertiaire, une croissance de 5,4% est anticipée. Le BTP devrait croître de 3,6% grâce à la poursuite des travaux d'infrastructure, notamment la réhabilitation des routes nationales et la construction de nouveaux bâtiments pour les événements internationaux prévus à Madagascar. Les hôtels et restaurants connaîtront une croissance de 14,9%, en raison de l'augmentation du nombre de compagnies aériennes desservant Madagascar et du nombre de vols. Le ministère du Tourisme vise 450 000 touristes cette année, contre 308 275 en 2024. Enfin, le secteur des postes et télécommunications devrait croître de 13,7% grâce aux réformes entreprises, à la croissance accrue sur le marché et à l'augmentation de la demande en services numériques qui soutiendra le développement de ce secteur. Et l'État œuvre également dans les projets d'électrification rurale à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, en parallèle avec les fournitures d'électricité des grandes villes. L'ADER, ou l'Agence de développement de l'électrification rurale, se charge de la réalisation des projets, dont 3 sont actuellement en cours dans les 22 régions d'intervention de l'ADER sur les 23 régions de Madagascar. Reportage. Comme les grandes villes, les zones rurales bénéficient également d'électricité afin d'atteindre l'objectif de procurer de l'électricité à 60% de Malagas d'ici 2030. L'ADER, ou l'Agence de développement de l'électrification rurale, un organisme rattaché au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, se charge des travaux d'approvisionnement d'électricité dans les lieux où la JIRAMA n'intervient pas. Parmi les projets qui ont déjà porté ses fruits et qui est en cours, le projet de mini-grid isolé, un projet d'installation de mini-réseau indépendant la JIRAMA, fonctionnant par énergie solaire. 250 ont été installés au niveau des différentes régions d'intervention de l'ADER, avec une puissance totale de 16 MW répartie entre 50 à 100 kWh par petit village, selon leur consommation. Ainsi, 3 600 000 personnes ont déjà bénéficié de ce projet dans ces zones rurales. Dans l'optique d'accélérer l'approvisionnement en électricité des zones rurales, l'ADER élargit également sa coopération avec les partenaires techniques et financiers. Il a ainsi bénéficié de 122 millions d'euros de financement qui permettra de financer la fourniture de plusieurs villages dans 16 régions de Madagascar. En premier lieu, 37 MW seront installés d'ici la fin de cette année et s'étendra jusqu'en 2027 selon les explications. En outre, pour cette année 2025, l'ADER lance un appel à projets dans 5 régions pour l'installation de 45 MW de parcs solaires et de mini-centrales hydroélectriques dans ces zones rurales. L'ADER se focalise sur les énergies renouvelables comme l'eau et l'énergie solaire,
mais installe également des groupes électrogènes pour des énergies de backup en cas de sous-tension ou de panne afin de garantir à 100% l'électricité dans ces zones rurales qui ne connaissent pas de coupure d'électricité grâce à ces projets, selon les explications. Toujours dans le cadre de cette électrification, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures procède à un projet d'électrification des CSB de la Grande Île à travers le projet LEAD financé par la Banque mondiale. Le but de ce projet est de faire bénéficier à 500 CSB dans toute la Grande Île, surtout ceux qui ne sont pas accessibles par la Jirama, de l'électricité. Ce projet s'étendra également au niveau des écoles primaires publiques selon les explications. Reportage. 374 centres de santé de base sur les 500 prévus par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures pour bénéficier d'électrification ont déjà été électrifiés à travers des énergies renouvelables actuellement, à travers le projet LEAD financé par la Banque mondiale. L'installation des 126 restants devrait être achevée d'ici la fin du mois de juin, selon les explications apportées par les responsables au sein du ministère de l'Énergie. Les travaux d'installation sont déjà en cours si d'autres attendent la réception technique. Le but du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures est de fournir de l'électricité à tous les CSB de la Grande Île à travers d'autres projets après celui du LEAD. Il y a entre autres le projet des CIM et la coopération avec les partenaires. Ce sont les CSB dans les milieux ruraux les plus isolés, n'ayant pas d'accès à l'électricité, loin de plus de 15 km de lignes de la Jirama, qui sont les bénéficiaires du projet. Ils seront ainsi priorisés selon les explications. L'installation de ces panneaux solaires dans les CSB permettront d'alimenter des appareils frigorifiques, des éclairages et pour les divers matériaux médicaux. L'énergie solaire a été choisie pour permettre l'accélération de l'électrification de ces CSB, mais surtout pour qu'ils soient autonomes en électricité, selon toujours les explications. Dans un tout autre sujet, les jeunes sont talentueux en matière de débat selon les responsables du journal des étudiants. Cependant, certains ont encore besoin d'encouragement. C'est dans cet esprit qu'ils ont créé le concours de débat Voulamène destiné aux élèves de 16 lycées publics et privés d'Antananarivo. Reportage signé Rose-Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. 16 lycées, publics et privés, participent au concours de débat Voulamène, organisé par le journal des étudiants. La phase des 8e de finale se tiendra ce samedi. Avant cela, 4 à 5 séances de formation dans chaque lycée ont été dispensées aux élèves participants, explique Ramayen Narsan David, fondateur du journal des étudiants. Ce concours vise à permettre aux jeunes de s'exprimer en public et de développer leurs capacités intellectuelles. Après les 8e de finale de ce samedi, les quarts de finale auront lieu le 8 février, les demi-finales le 22 février et la finale se tiendra le 19 avril. Une récompense de 3 millions d'ariars et attend l'équipe gagnante composée de 3 membres. Ce prix est destiné à financer leurs études et un suivi sera assuré selon les organisateurs. Nos actualités internationales de ce soir, près d'une semaine après que les collines de Los Angeles ont été dévorées par les flammes, la ville fait face à des vents violents qui risquent d'attiser les foyers résiduels et de provoquer de nouveaux incendies. Des conditions météorologiques extrêmement favorables aux incendies se développent dans la région, prévient les services météo américains, alors que des rafales atteignant jusqu'à 120 km/h soufflent déjà dans certaines zones. Ces conditions devraient persister au moins jusqu'à mercredi, fin 24. C'est une course contre la montre pour les pompiers de Los Angeles. Avec les pires difficultés, ils tentent de contenir les flammes avant le retour des vents violents. Des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues d'ici à mercredi au moins. Le risque de nouveaux départs de feu se profile, mais la mairie est prête à faire face. Nos ressources de lutte contre l'incendie sont positionnées dans des lieux d'attente stratégiques. Nous déployons des camions-citernes pour augmenter l'approvisionnement en eau des pompiers. Les centres d'opération d'urgence restent activés au plus haut niveau afin de coordonner rapidement les interventions d'urgence. Un dispositif renforcé après la première vague d'incendie, car les autorités locales sont sous pression, critiquées pour leur gestion de la crise. Le dernier bilan est de 24 morts. Dans les quartiers ravagés, les secouristes continuent d'inspecter les décombres à la recherche de corps. C'est une tâche très éprouvante et malheureusement, chaque jour nous tombons sur des corps de membres de la communauté.
Je pense que nous allons continuer à trouver d'autres corps, alors soyez patients avec nous. Lundi, Joe Biden affirmait que des dizaines de milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire Los Angeles. En attendant la deuxième vague d'incendies, plus de 12 000 bâtiments et véhicules ont déjà été détruits ou endommagés. Un chiffre qui devrait être revu à la hausse dans les prochaines heures. Restons toujours aux États-Unis. Joe Biden a assuré que les États-Unis étaient en tête dans la compétition internationale grâce à son action dans un discours bilan de politique étrangère où il a aussi plaidé pour la poursuite du soutien à l'Ukraine. France 24. Permettez-moi d'accueillir, encore une fois, le 46e président des États-Unis, Joe Biden. Longuement ovationné, le chef d'État de 82 ans est venu prononcer l'un de ses derniers discours. Après 4 ans au pouvoir et 2 conflits aux ondes de choc mondiales, Joe Biden se veut malgré tout positif quant à son pays. Nous faisons face à une compétition sauvage. Le futur de l'économie mondiale, la technologie, nos valeurs humaines et tant d'autres choses. Aujourd'hui, à mon avis, grâce à mon gouvernement, les États-Unis sont en train de gagner cette compétition mondiale. Le président revendique avoir renforcé les États-Unis sur la scène internationale. Retour dans l'accord de Paris sur le climat, rapprochement avec l'Europe et soutien affiché au Japon et à la Corée du Sud. Tout au long de son mandat, Joe Biden a multiplié les gestes pour soigner ses alliances à l'international. Mais son bilan restera inévitablement marqué par la guerre en Ukraine. Malgré 44 milliards de dollars d'aide versés par Washington à Kiev depuis 2022, la guerre fait toujours rage et les sanctions prises contre Moscou ont montré leurs limites. L'autre événement marquant du mandat de Joe Biden, c'est aussi la guerre à Gaza et le soutien sans faille des États-Unis à Israël. Un appui révélateur de certains paradoxes. La Maison-Blanche condamne les massacres dans la bande de Gaza tout en fournissant les armes nécessaires pour les perpétrer et se retrouve seule à bloquer certaines résolutions pour un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Des guerres auxquelles Donald Trump s'est engagé à mettre un terme. Joe Biden lui cédera le pouvoir le 20 janvier prochain au cours d'une cérémonie d'investiture à laquelle il a promis de participer. Et sur le dossier ukrainien, Donald Trump brouille les cartes après avoir longtemps affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures. Le nouveau président américain temporise comme rattrapé par la réalité du conflit. La nouvelle administration multiplie ces dernières semaines les mains tendues vers Vladimir Poutine. France 24 nous en dit plus. Sur le dossier ukrainien, Donald Trump brouille les cartes. Après avoir longtemps affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures, le nouveau président américain temporise, comme rattrapé par la réalité du conflit. La nouvelle administration multiplie ces dernières semaines les mains tendues vers Vladimir Poutine. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement et nous devons mettre fin à cette guerre. C'est un véritable carnage. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Et c'est une guerre que je vais tout faire pour arrêter le plus vite possible. De son côté, le Kremlin se dit ouvert au contact avec Donald Trump et applaudit sa volonté de dialogue pour mettre fin à la guerre. Une stratégie qui tranche drastiquement avec celle de son prédécesseur. La question ukrainienne semble pour le moment mise de côté. Donald Trump a tout de même indiqué que l'aide américaine à l'Ukraine devrait baisser et s'est dit contre les frappes sur le sol russe autorisées par Joe Biden. Depuis l'élection du républicain, Kiev se montre à la fois prudente et optimiste. Trump peut être décisif dans cette guerre. Il peut stopper Poutine. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Je pense qu'il est fort et imprévisible. J'aimerais beaucoup voir l'imprévisibilité de Trump se confronter principalement à la Fédération de Russie. Les contours d'un accord restent encore très flous. Pour les alliés de Kiev, une résolution rapide de cette guerre serait synonyme de concession territoriale au profit de la Russie, mais aussi de la fin des aspirations ukrainiennes d'entrer dans l'OTAN. Ce que l'Ukraine refuse. Volodymyr Zelensky a conditionné l'ouverture des négociations à l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN
appelle quant à lui à faire front derrière l'Ukraine. Nous devons faire plus que seulement permettre à l'Ukraine de se battre. Nous devons augmenter le coût pour Poutine et ses amis autoritaires en fournissant à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour changer la trajectoire du conflit. Mark Rutte demande aussi aux membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires, reprenant une demande formulée par Donald Trump lors de son premier mandat, exigence qu'il a de nouveau formulée en décembre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon site de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.